Bonjour, alors dans cette vidéo, j'aimerais compléter ce qu'on a déjà dit sur la régression, revenir déjà sur le programme précédent et ensuite vous en présenter un autre. Alors le programme que nous on avait vu, c'était quelque chose qui nous permettait d'avoir accès à la capacité. Je vais revenir un petit peu sur ce programme. Euh, donc l'idée c'était que on a représenté, on a mesuré différentes valeurs de T pour différentes valeurs de résistance dans un circuit. Et on a regardé ce T qu'on mesurait, je vous rappelle, c'est le temps de décharge d'un condensateur. Or, on sait que T, il est égal à C fois R, enfin R fois C. Autrement dit, ici, si je représente T en fonction de C, je m'attends à avoir une droite qui devrait passer théoriquement par 0 et dont la pente me donne accès justement à la capacité. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le programme la dernière fois sur lequel je vais revenir. Je l'ai légèrement modifié par rapport à la version que vous avez sur votre feuille et je vais expliquer. Donc en fait, je rappelle que dans ce programme, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait rentré d'abord les valeurs de R mesurées et les valeurs de T mesurées, donc les valeurs en abscisse et en ordonnée, un peu comme si graphiquement, mais à la main, comme ça, on devait placer des points, alors qu'ils ne sont pas forcément alignés, hein, mais placer tous nos points comme ça. Et ensuite, on demande de faire ce travail de régression linéaire à Python. Donc, pour faire ce travail de régression linéaire, je vous rappelle la commande. On lui demande de faire, c'est écrit ici, donc polyfit avec R l'abscisse, T l'ordonnée, donc ça va correspondre aux deux listes qui sont ci-dessus, et 1 pour dire que c'est une régression d'ordre 1. Je me suis rendu compte en regardant la vidéo que c'était pas très clair ce que je racontais sur le C ordonné, C point ordonné. À un moment, je dis non, il faut bien comprendre que ce polyfit, ça vous retourne une liste de deux valeurs. La première valeur, elle vous donne le coefficient directeur. La deuxième, elle vous donne l'ordonnée à l'origine. Et en fait, ce que je dis, je dis, tu mets le premier élément de la liste à la valeur, donc le C, pardon, tu mets C à la première valeur qui est donnée par polyfit et l'ordonnée la deuxième. Donc en fait, C et ordonnée reçoivent successivement les deux valeurs qui sont dans polyfit. On verra dans l'autre exemple qu'on peut faire un petit peu différemment en disant simplement, j'appelle cette liste par exemple P, et puis après à chaque fois, je vais appeler l'élément 0, donc que vous noteriez P crochet 0, ou au contraire P crochet 1 pour désigner le deuxième élément. Voilà. Hein, mais nous, pour l'instant, on va utiliser ça. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé la régression. Pour tracer la régression, on a utilisé la fonction linspace de façon à générer un certain nombre de points qui représentaient des points correspondant à différentes valeurs de R, vous voyez, entre 4000 et 9000 avec un pas de 10. Donc ça nous donne différentes valeurs de R. Et ensuite, ce qu'on va, avec 10 valeurs, pardon, avec 10 valeurs, et ensuite, ce qu'on a fait, pas un pas de 10, hein, mais 10 valeurs entre 4000 et 9000. Et ensuite, on a fait tracer justement la fonction qui a en abscisse justement ces valeurs-là, et en ordonnée, ce qu'on calcule à partir de les valeurs de x, et on fait simplement c fois x plus l'ordonnée à l'origine. Où ce qu'on prend pour ordonnée et pour c, ce sont les valeurs issues de la régression. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on a fait ici pour le tracé de la régression. Dans cette première méthode, c'est ça, c'est définir une valeur de c qu'on avait obtenue par la régression linéaire, donc qui correspond à la pente, une ordonnée à l'origine, parce qu'expérimentalement, on a peut-être quelque chose de différent de 0, une ordonnée à l'origine, et ensuite, avec la fonction linspace, on a généré donc 10 valeurs de R comprises entre 4000 et 9000, et pour chacune de ces valeurs, on se dit, voilà, on va regarder exactement comment elles vont venir se placer ici. Hein. Donc là, j'ai R, là, j'ai taux, et je vais calculer à partir de là, justement, pour différentes valeurs de R que j'ai choisies, entre 4000 et 9000, je me dis, voilà, si j'étais exactement sur la droite dont on a les paramètres grâce à la régression linéaire, donc l'ordonnée à l'origine et C, où seraient les points? Et on trace cette droite-là. La dernière étape, elle consiste ensuite à donner l'incertitude sur cette pente. C'est-à-dire, on a mesuré une pente, mais il y a une incertitude. Et l'incertitude, donc, elle est donnée en se disant, ce que je vais faire, la seule façon de pouvoir déterminer l'incertitude sur la pente, c'est-à-dire qu'il faudrait que je répète un grand nombre de fois la même expérience. C'est-à-dire qu'il faudrait que je répète un grand nombre de fois ce tracé que je viens de faire pour une dizaine de valeurs. Le problème, c'est que, évidemment, je n'ai pas le temps de faire ça. Et là, je vais demander par la méthode de Monte-Carlo, donc par une simulation numérique, à Python de le faire pour 1000 expériences. Donc en fait, je vais mettre dans cette liste pente et dans cette liste ordonnée
les 1000 valeurs que je vais obtenir à chaque fois que je lance l'expérience. L'expérience consistant à chaque fois, justement, à avoir toute une série de valeurs. Donc, c'est ce que je fais ici, vous voyez. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour chacune, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire remplir la liste de, pour Panthéordonné, je vais faire remplir cette liste à partir du résultat à chaque fois de la régression linéaire que je vais faire. Donc, ici, j'ai des valeurs de x et y. Au début, je remplis x que par des zéros, y que par des zéros, avec autant de valeurs qu'il y en a sur toute la longueur de la chaîne R, c'est-à-dire sur autant de valeurs qu'il y a là-dedans. Et en fait, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais faire tirer au hasard une valeur en disant que je prends, par rapport à ce que j'ai établi tout à l'heure, eh bien, je vais prendre à chaque fois les différentes valeurs, les RJ que j'ai, c'est-à-dire les 4000, 4500, etc. Et qu'autour de ça, je vais générer une valeur avec l'incertitude que j'ai déjà estimée. Et dont on avait dit la dernière fois comment on l'estimait, hein, simplement avec la formule, puisqu'on sait qu'on a 2%, hein, on a une incertitude de 2%. Donc, on avait utilisé cette relation-là. Donc, grâce à cette fonction, je vais générer directement. Alors, il y a dans le poly un terme en plus ici qui n'est pas nécessaire, hein, donc il suffit d'écrire ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, là, cette fonction-là, elle me génère une valeur au hasard pour R autour de la valeur RJ, avec cette incertitude-là. C'est-à-dire la première valeur qui va venir là-dedans, ça va être 4000 plus l'incertitude autour de 4000. Puis ensuite, 4500 et l'incertitude autour de 4500. Et de cette façon, je vais avoir un ensemble de valeurs qui vont être au nombre de ma length de R, donc toute la longueur de la chaîne. Et une fois que j'ai fait ça une fois, c'est-à-dire que je suis pour un chi donné, je vais faire la régression linéaire. Je tire de ça la pente. Alors regardez comment je fais ici. Ce que je fais, c'est que je rajoute à ma liste simplement, je lui rajoute à peine P de 0. Alors P de 0, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, ce que j'ai écrit, c'est que je fais ma régression linéaire et P récupère donc les deux éléments, c'est une liste issue de la régression linéaire. Le premier, qui est l'indice, donc l'élément 0, un P0, c'est le coefficient directeur, la pente, et le deuxième, l'ordonnée à l'origine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est C, donc c'est la pente. Et donc, c'est ce que je fais ici. Je rajoute la pente à ma liste qui est ici, à ma liste pente. Je n'ai pas fait pour ordonner, hein, je me suis contenté de le faire pour pente, ça suffit. Et ensuite, je répète ça. Et je répète ça combien de fois? Je le répète n fois, c'est la simulation. Donc, je fais n fois la régression linéaire. Et à l'issue de ces n fois, je vais déterminer l'incertitude sur la pente comme la variance, enfin plutôt, excusez-moi, l'écart type de la série de mesures que j'ai. Alors, le DDOF égale 1, il est juste là pour dire que, en fait, on a un échantillon qui n'est pas si grand que ça. Et on avait raconté dans le cours sur les incertitudes plus haut que il y a une différence entre la variance quand on la calcule avec un échantillon ou dans la population. Si on avait vraiment toute une population énorme, la variance, il n'y aurait pas de n-1 ici, il y aurait juste un facteur n. C'est la formule classique que vous connaissez de la variance. Le n-1, il est dû au fait que c'est un échantillon, ce n'est pas toute la population. Et que donc, pour bien estimer l'écart type et pour bien estimer la variance, on a besoin de ce facteur n-1. C'est le rôle ici c'est le rôle du DDOF, égal 1. Bon, enfin, en tout cas, ici, on a répété un certain nombre de fois et à la fin, j'ai mis sous une version simplifiée par rapport à ce que vous avez dans le poly, simplement valeur de C, et puis j'affiche C, qui est la valeur que j'ai obtenue par mon expérience unique, là, ici, ma première série d'expériences, et ensuite l'incertitude que j'ai calculée ici. Ça aurait été intéressant aussi de comparer cette unique valeur de C à cette, donc pour l'unique expérience qui est là, à la moyenne que j'aurai ici pour toutes les valeurs que je vais calculer, parce que finalement, ici, ce que je vais avoir, c'est à chaque fois dans la pente c'est C. Donc à chaque fois, chaque élément de cette liste qui est en train de se constituer, c'est différentes valeurs de C. Et j'aurais pu aussi faire une moyenne pour voir si ça différait beaucoup. Mais ce qui m'intéressait surtout ici, c'était l'incertitude sur le C que j'ai calculé avant. Donc c'était d'aller chercher l'écart type. Alors, on va voir justement dans un deuxième exemple ce qu'il en est. Je vais donner un deuxième exemple qui n'est pas dans le poly. Et cet exemple, bon, je vous l'explique et puis on va faire tourner le programme pour voir ce dont il s'agit. Cet exemple, il est lié à ce qu'on va faire en TP très prochainement, c'est-à-dire simplement utiliser la relation de conjugaison. Alors, vous l'avez déjà fait, d'ailleurs, on va le refaire par une autre méthode, mais l'idée, c'est d'utiliser la relation de conjugaison, c'est-à-dire que on va regarder pour différentes positions de la lentille, de l'écran et de l'objet,
on va regarder, donc à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'objet à différents endroits et on va regarder à chaque fois l'image où elle se forme. Donc, nous, ce qu'on va mesurer, c'est des OA et des OA'. Hein, donc ici, si vous avez OA, ici, vous avez OA', et donc finalement, ce que vous pouvez mesurer, eh ben, ça va être donc OA', en faisant la différence de la position de l'écran moins la lentille, et puis après, pareil, lentille moins objet. Donc vous avez des OA', vous avez des OA, et vous savez, d'après la relation de conjugaison, que 1 sur OA' moins 1 sur OA, c'est égal à 1 sur OF'. Autrement dit, si moi, ce que je recherche, c'est OF', alors je vois que si j'écris 1 sur OA' égale 1 sur OF' plus 1 sur OA, ou plutôt, je vais écrire comme ça, dans l'autre sens, c'est pareil, OA plus 1 sur OF', et bien, finalement, si vous tracez 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, si vous faites ce travail-là, que vous avez 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, ben, vous allez avoir une droite dont le coefficient directeur, donc ça joue le rôle des y, et ça joue le rôle des x. Donc normalement, vous avez une droite qui a une pente égale à 1, puisque y égale 1 fois x, plus, et ça c'est votre ordonnée à l'origine. Autrement dit, ici, vous allez avoir 1 sur OF' qui est obtenu par l'ordonnée à l'origine. Donc vous avez une régression linéaire qui devrait vous donner quelque chose comme ça, on aura différents points. Et là, même travail, donc on va prendre différentes mesures. Donc à chaque fois qu'on a une valeur de OA, on va regarder la valeur de OA' qui lui correspond, ça va nous donner un point. Et après, pour tous ces points, on va faire une régression linéaire. Et la pente, bon, normalement, elle est égale à 1, mais c'est parce que nous, on vérifiera. Nous, ce qui nous intéressera, c'est de voir cette ordonnée à l'origine qui est là et qui doit valoir 1 sur OF'. Donc après, il suffira de prendre l'inverse de cette pente. Donc, le programme est ici. Vous voyez que ici, je commence donc par importer les bibliothèques qui sont nécessaires. Ensuite, ça, c'est les mesures expérimentales, les mesures qui ont été faites pour l'objet, pour la position de la lentille et la position de l'écran. Donc, il faut qu'on commence par calculer les OA' et les OA. Donc, c'est ce qu'on fait ici, vous voyez. Le 100 qui est ici, il est destiné simplement à venir convertir les grandeurs en mètres-1. Alors, je prends l'inverse, puisque bien sûr, j'ai besoin de 1 sur OA' et de 1 sur OA. Donc là, ici, je calcule 1 sur OA et je multiplie par 100 pour passer en mètres-1. Je vous rappelle, on passe de centimètres-1 en mètres-1. Donc, bien sûr, 1 mètre, c'est 10 exposants pardon, pour passer en mètres-1. Donc là, ici, j'étais en centimètres. Et donc, pour passer en mètres-1, je multiplie justement par ce coefficient qui est 100. Donc ensuite, je trace 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA. Donc, en traçant 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, ben, je vais faire placer donc ce que je vois ici, je place X et Y. C'est la première étape. Alors, on peut la regarder si je fais ça, si je lance le programme. Que voilà, hein, là, c'est les points que j'ai placés. Et ensuite, alors, bon, je passe rapidement sur ce qu'on va voir après, mais ce qu'on va faire, c'est la régression. On va placer des barres pour l'incertitude. Et ensuite, on ira chercher l'incertitude sur la distance focale qu'on est en train de mesurer. Donc, là, j'ai créé 1 sur OA. Là, j'ai créé 1 sur OA'. Je trace 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, ce que je fais ici. Et là, je vais faire la régression linéaire. Donc, la régression linéaire, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, où quand je faisais mon polyphyte, là, alors toujours pareil, hein, je mets X en abscisse, donc 1 sur OA en abscisse, 1 sur OA' en ordonnée. Je dis que c'est une régression linéaire d'ordre 1. Et tout ça, c'est une liste. Et la liste, on va l'appeler P. Dans l'autre cas, j'avais directement récupéré les deux valeurs de la liste en faisant C et ordonnée reçoivent les deux valeurs de la liste. Là, je mets directement ça dans une liste qui s'appelle P. Ensuite, je vais faire tracer. Et là, vous remarquez que pour tracer, il y a aussi une différence avec ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai récupéré, pour faire tracer la régression, j'ai utilisé les deux valeurs que j'avais obtenues par la régression, c'est-à-dire que j'avais utilisé ordonnée et C, donc les deux valeurs issues de la régression, et par un lean space, ce que je faisais, c'est que pour différentes valeurs de 4000 à 9000, enfin 10 valeurs entre 4000 et 9000, 4000, 4500, etc., je calculais l'ordonnée correspondante. Là, il y a en fait une fonction directement que je peux utiliser
et c'est ce que je fais ici, c'est polyval. Cette fonction, elle permet de tracer directement la droite issue de la régression polyphyte. Donc, je n'ai même pas à m'embêter, j'ai juste à lui dire, tu prends en abscisse évidemment le x, comme tout à l'heure, tu prends donc toujours le NP pour dire que ça vient de la bibliothèque NumPy, polyval, et tu représentes, donc on met quoi? On met la liste P, hein, qui est issue, donc qui est le résultat de la régression, et simplement lui dire ce qui figure ici en abscisse. Et cette commande-là nous trace directement, c'est ce que vous avez sur le deuxième schéma, vous voyez, ça va me permettre, avec bon, les informations sur les noms des axes, tout ça, mais ça va me donner finalement, voilà, cette deuxième courbe, hein, la fonction m'a permis, hein, ce polyval m'a permis de tracer cette droite. Alors, on va voir pour les incertitudes. Les incertitudes, ben, on les fait apparaître grâce à ça. C'est-à-dire que, alors, le choix entre random uniforme et random normal, pour l'instant, il ne faut pas trop s'embêter avec ça, mais l'idée, c'est que random uniforme, on est sûr d'avoir la valeur entre 50 et 51, tandis que random normal, c'est l'autre approche, l'approche qui consiste à dire, je me place dans la zone à 68%, et pour cette zone à 68%, je définis une certaine incertitude. Voilà. Bon, c'est les deux visions qu'on a évoquées dans une des vidéos précédentes, mais encore une fois, le choix, il est très ténu, hein. Pour l'instant, c'est pas ça qui doit nous embêter. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, ce que je fais, c'est que je prends donc, je fais un tirage au sort donc, sur le x0, la position de l'objet, position de L et position de E, à partir des valeurs que j'avais obtenues, que j'avais mesurées. Et donc, là, je construis ici une série de mesures. Je fais une série de n mesures. En fait, je reprends n mesures. Vous voyez, la différence sur l'incertitude par rapport au cas précédent, c'est que là, je rajoutais directement dans mes listes d'incertitudes 20% de RI. Parce que je connaissais l'incertitude relative. L'énoncé me disait 2%, pardon, 2% de RI. Je sais qu'il y a à chaque fois une incertitude de 2% sur la résistance. Là, je ne sais pas ça. Donc, ce que je fais, c'est que je génère un grand nombre de fois la mesure en disant, j'ai remarqué que quand je mesurais la position de l'objet ou la position de la lentille ou la position de l'écran, ben moi j'ai mesuré 9 et j'ai mesuré 31,5. Hein, c'est des valeurs que j'ai mesurées. J'ai mesuré 9 et j'ai mesuré 31,5, mais avec une incertitude. Excusez-moi, j'ai une bêtise. J'ai pas mesuré 9, j'ai mesuré 10. Hein, j'ai mesuré 10 ici pour la position de l'objet. Mais cette position de 10, il y a une incertitude que j'ai estimée, comprise entre plus ou moins 1 millimètre. Donc, c'est ce que je lui dis ici. C'est-à-dire, je suis sûr que ma valeur elle est entre 9,9 et 10,1. Je fais la même chose pour XL et pour XE. Pour XL et pour XE, alors il se trouve que là, on a pris les valeurs 31,5. Donc, on a utilisé ces valeurs-là. Hein, on a utilisé les valeurs centrales. Donc, j'ai pris cette série de mesures-là en disant là, c'est 31,5, mais ça aurait pu être aussi 31,4 comme 31,6. Et le 50,5, ça aurait pu être 50 comme 51. Hein, donc, je m'intéresse à ces trois, à cette donc 1, 2, 3, la troisième expérience, troisième mesure qui a été faite, quoi. Et grâce à ça, je vais générer de façon donc uniforme des valeurs pour x0, xl et x1 en disant génère-moi des valeurs à chaque fois comprises entre 9,9 et 10,1 de façon donc avec une probabilité uniforme dans cet intervalle-là pour x0, pour xl, pour xe. Et ensuite, calcule de nouveau les OA, ça c'est le OA et ça c'est le 1 sur OA et le 1 sur OA'. Donc calcule 1 sur OA et calcule 1 sur OA' pour toutes ces valeurs. Hein, donc je fais faire ça n fois et je vais stocker comme ça un grand nombre de fois des 1 sur OA, des 1 sur OA'. Et donc j'ai comme ça accès statistiquement à une incertitude. Donc, vous voyez, donc là, la différence par rapport au cas précédent, c'est que là, l'incertitude que j'avais, je l'ai estimée grâce à une information directe. On m'a donné dans l'énoncé 2% d'incertitude sur la résistance et je l'ai exploité. Donc, j'ai appliqué à chaque fois 2% de la valeur qui était lue et je fabriquais les incertitudes comme ça. Là, ça passe par une étape supplémentaire qui nécessite d'aller à chaque fois chercher l'incertitude par une étude statistique. Et cette étude statistique, je la fais faire à Python, c'est-à-dire que je lui fais générer des valeurs mesurées et grâce à ça, je vais avoir les incertitudes dont j'ai besoin ensuite pour mon tracé. Et c'est elles que je vais faire apparaître sur mon tracé.
Voilà. Et ça sera le troisième tracé. C'est-à-dire qu'avec ça, je vais pouvoir faire apparaître, grâce à error bar, ce terme-là, grâce à ça, je vais pouvoir faire apparaître donc ce troisième graphique. Ça, on a vu, simplement placer les points. Ça, c'est la régression qu'on a faite. Là, maintenant, on a l'incertitude qui apparaît ici. Il reste une dernière chose à expliquer, c'est la simulation qui permet d'avoir l'incertitude sur la distance focale qui a été mesurée. On a dit que la distance focale, elle correspondait à l'inverse de l'ordonnée à l'origine. Et nous, on a une ordonnée à l'origine. On a trouvé une ordonnée à l'origine à partir de notre expérience, plus haut. Et cette ordonnée à l'origine, vous voyez, on peut la déterminer. Alors, si j'ai lancé tout à l'heure, on peut reprendre ce que je viens de lancer. Vous voyez, grâce à l'expérience qu'on a lancée, on trouve une ordonnée à l'origine, bon, qui vaut 9,5, peu importe. Mais enfin, en tout cas, là, donc, on affiche P0, donc on affiche le coefficient directeur. On affiche l'ordonnée à l'origine de notre régression linéaire qu'on a faite, juste avant. Et ici, le troisième terme, pardon, le troisième, la troisième chose qu'on affiche, c'est l'inverse de P1, c'est-à-dire l'inverse de l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est ce qui s'affiche ici, c'est-à-dire la distance focale qui est donnée par cette expérience-là, par l'unique régression qui est issue des mesures. Moi, ce que j'aimerais faire maintenant, comme tout à l'heure, c'est faire un grand nombre de régressions à Python, de façon à ce qu'il me dise l'incertitude sur cette distance focale. Et aussi regarder, tant qu'à faire, vu qu'à chaque mesure, à chaque série de mesures, c'est-à-dire à chaque régression, il va y avoir une certaine distance focale, j'aimerais aussi regarder finalement la distance focale moyenne. C'est pour ça que vous voyez ça qui apparaît ici. Alors vous voyez, c'est ce qui est fait ici. Donc, on est ici, on passe à la méthode de Monte-Carlo pour déterminer l'incertitude sur la distance focale déterminée par la régression linéaire. Je lui demande de faire ça 1000 fois. On pourrait encore augmenter le truc, mais bon, déjà avec 1000, on va avoir une bonne idée de ce qui se passe. Donc, je réalise la simulation de la même façon que tout à l'heure, enfin, presque. Tout à l'heure, j'avais une liste avec des zéros. On n'a même pas besoin de faire ça finalement. Vous voyez, je peux prendre des listes vides. Et ensuite, ce que je vais faire, pour le X et le Y, donc qui s'appelle sim2 parce que la première simulation était juste destinée à trouver l'incertitude, pour faire apparaître les barres d'erreur, cette simulation-là, elle est là pour nous permettre de déterminer l'incertitude sur les deux paramètres de la régression et sur celui qui m'intéresse surtout, leur donner à l'origine pour avoir la distance focale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais générer des valeurs de x et de y, c'est-à-dire des 1 sur OA et des 1 sur OA', des abscisses, des points abscisses, des points ordonnés, quoi. Enfin, des abscisses et des ordonnées de points, de façon à pouvoir à chaque fois tracer. Donc, je fais répéter m fois. M, c'est le nombre de simulations que je fais, le nombre de régressions linéaires. Et là, pour chacune, chaque i correspond à une régression linéaire, chaque n, pardon, correspond à une régression linéaire. Et au sein de cette régression linéaire, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais générer un certain nombre de points. Donc, sur une longueur qui est la longueur de la chaîne XL, en fait, XL, c'est la longueur de toutes ces chaînes-là, c'est-à-dire de toutes ces listes-là. C'est-à-dire concrètement, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ici. Ça correspond aux mesures qui ont été faites au cours de l'expérience. Et bien, ce que je fais, c'est que je lui fais générer des valeurs. C'est-à-dire que je rajoute dans ma liste des X et des Y, je me fabrique des listes de X et de Y à chaque régression qui vont contenir donc 5 valeurs, la longueur de la chaîne XL. Et ces 5 valeurs, je les prends de façon aléatoire. Alors là, selon une loi normale, en prenant à chaque fois quelque chose autour de X de I, c'est-à-dire à chaque fois, je vais chercher quelque chose autour de ce que j'avais dans mon expérience à moi, mon XI, mais en tenant compte d'une incertitude, en me disant qu'en fait, quand j'ai calculé ce X, c'est-à-dire le 1 sur OA, et le Y, le 1 sur OA', à chaque fois, il y avait une fluctuation possible. Et donc, en tenant compte de ces fluctuations, je génère des valeurs qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire à chaque fois, je n'ai pas exactement les mêmes points, et je fais la régression linéaire sur ces points qui ont été justement générés par Python. Et à chaque régression linéaire, puisque donc pour chaque n, c'est une régression linéaire, donc là, je vais avoir toujours pareil, mais deux infos. P, c'est une liste de deux infos qui sont d'abord le coefficient directeur et après l'ordonnée à l'origine de ma régression. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à des listes que j'appelle A et B, eh bien, les différentes valeurs que j'ai trouvées. Donc, en fait, dans A et B, ça, ce sont les listes qui accueillent progressivement toutes les valeurs de coefficient directeur et toutes les valeurs d'ordonnées à l'origine. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une troisième ligne où à chaque fois, à chaque expérience,
pour chacune de ces M simulations, je vais mettre la valeur de la distance focale déduite de la régression, c'est-à-dire l'inverse de P1. Et en fait, ce que je vais faire après, ben, c'est que je vais chercher, alors là, je fais la moyenne, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir la moyenne de toutes les distances focales qui sont générées de façon numérique par la méthode de Monte-Carlo, pour voir si ça coïncide. Bah, vous voyez, j'ai lancé le truc tout à l'heure, on a une distance moyenne, si on fait un certain nombre de fois l'expérience, évidemment, très, 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 très proche de la distance focale avec l'unique mesure qu'on a faite pour l'unique régression qu'on avait là. Et puis ensuite, je vais surtout aller chercher les écarts types, hein, donc les STD, les Standard Deviation. Je vous dis le DDOF égale 1, c'est juste parce qu'on n'a pas toute la population, enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une mesure complètement exhaustive. On a un échantillon qui est pas très grand finalement, c'est 5 mesures à chaque fois. Donc c'est ça qui se cache derrière ce 1. Et ensuite, avec ça, j'ai donc mes incertitudes sur UA, UB et UF que je vais pouvoir afficher. Donc le UA, le U-A, U-B, U-F, ce sont les incertitudes qui sont calculées statistiquement à partir des mesures qui ont été générées. Donc ce qui s'est passé, c'est que Python, il a créé une liste où il met tous les A, tous les coefficients directeurs, les 1000 coefficients directeurs, il met les 1000 ordonnées à l'origine, et aussi, à chaque fois qu'il y a une ordonnée à l'origine, il calcule l'inverse pour avoir la distance focale. Donc ça, c'est Python qui génère ça. Hein, il y a 1000 valeurs comme ça. Et ensuite, il calcule l'écart type directement statistiquement là-dessus. Et l'écart type, le UF qui va être calculé, c'est lui qui me donne justement l'incertitude, c'est l'estimation de l'écart type. Donc, c'est ce qui va me donner l'incertitude, le degré d'incertitude à 68% pour ma mesure. Donc, ça veut dire que finalement, le résultat qui s'affiche là à la fin, c'est que voilà, j'ai mesuré moi avec mon unique expérience cette distance focale et que l'incertitude que j'ai, elle est celle-là. C'est-à-dire que la distance focale, pour avoir une probabilité de 68% de dire juste, il faut dire que la distance focale, elle est comprise entre 0, ça, enfin, cette valeur-là, moins cette incertitude, et cette valeur-là, plus l'incertitude. Si je donne cet encadrement-là, c'est l'intervalle de confiance à 68%. On complétera ça plus tard par une autre vidéo sur encore une autre application de cette méthode de Monte-Carlo. Je vous remercie.